Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur qui sera consacré ce soir à la réforme du système éducatif. La réforme de notre école publique a pour finalité de la rendre plus apte à inculquer à nos enfants les enseignements de notre sainte religion, les valeurs de notre culture arabo-africaine et celles de la citoyenneté, de l'égalité et de la cohésion sociale. Fin de citation. C'est là le vœu formulé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de l'organisation mercredi dernier au Centre international de conférences de Nouakchott de la journée de l'éducation sous le thème « L'école républicaine, un projet pour tous et par tous ». Il s'agit d'un projet d'une grande importance, notre pays étant déterminé à réussir le pari de la mise en place d'une école républicaine, celle-là même qui dispose d'un enseignement de qualité, outre des horizons au génie créateur de notre peuple, contribue à la lutte contre la pauvreté, le chômage, fait progresser les secteurs productifs et permet enfin de lutter efficacement contre la précarité et l'injustice. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité ce soir M. Naji Saïd, inspecteur général au département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et M. Abdallahi Sao, directeur du patrimoine et de la maintenance au même département. Monsieur, merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mais avant de commencer, je vous propose de suivre le résumé de la rencontre avec Bokar Baylaba. Le discours du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mentionne que la construction d'un système éducatif global et de qualité ouvre des horizons au génie de notre peuple, source inépuisable et condition nécessaire à la réussite de notre action pour lutter contre la pauvreté et le chômage, faire progresser les secteurs productifs et lutter contre la précarité, l'injustice et les mentalités sociales rétrogrades. Dans ce discours, il a indiqué que la réforme de l'école publique a pour but de la rendre plus apte à inculquer à nos enfants les enseignements de notre sainte religion, les valeurs de notre culture arabo-africaine, les valeurs de citoyenneté, d'égalité et de cohésion sociale. Il s'agit d'assurer à tous un service éducatif de qualité, des programmes adaptés aux exigences d'un développement global. Le discours présidentiel rappelle que le pays se prépare à l'ouverture d'une nouvelle année scolaire, lourde d'énormes défis, dont le plus important consiste à œuvrer à ce que la première année de l'école primaire soit circonscrite à l'école publique. Il n'y a absolument pas dans cette décision une limitation de l'enseignement privé. La conscience et l'appréciation de l'école privée, deux principes qui apparaissent aussi dans ce discours. Et à ce sujet, le président de la République a souligné que l'école privée est un partenaire indispensable de l'école publique et son soutien est au cœur de l'approche de la réforme du système éducatif. Le discours présidentiel constitue aussi un appel. Il s'agit de déployer de grands efforts afin de pallier la pénurie d'enseignants, de salles de classe et d'écoles, de fournir les supports pédagogiques nécessaires et d'assurer des conditions de sécurité et de travail décents aux élèves, enseignants et personnels d'encadrement. La mise en place effective de l'école républicaine exige la participation de tous les acteurs afin que la réforme puisse atteindre son objectif. À ce sujet, il appelle la famille éducative, tous les partenaires du secteur et tous les citoyens à avoir à l'esprit que la réforme du système éducatif est une question liée à notre destin qui se détermine par le taux de réussite dans sa réalisation et les chances de parvenir au décollage global. Autre appel, il est adressé à tous, chacun à partir de sa position, à tout mettre en œuvre pour que la réforme du système éducatif soit un succès. L'État ne ménagera aucun effort pour appuyer ce secteur. Et à ce sujet, le discours souligne l'importance de stimuler les capacités professionnelles des enseignants, développer les infrastructures scolaires au plan de la quantité et de la qualité
et fournir les supports didactiques dans la perspective d'améliorer les indicateurs d'efficacité. Enfin, le discours présidentiel se termine par l'exhortation à persévérer et donner le meilleur de soi et un souhait pour une année scolaire pleine de réussite. Chers téléspectateurs, rebonsoir et merci également à nos invités pour avoir accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, je pense que l'actualité impose qu'on parle d'abord de la rentrée scolaire puisque nos enfants ont pris le chemin de l'école depuis aujourd'hui. Qu'est-ce que votre département a préparé pour la réussite de cette rentrée scolaire? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je commence par féliciter les peuples mauritaniens, les enfants mauritaniens, pour la rentrée effective dans l'ère de l'école républicaine. Félicitations à monsieur le président, nous le remercions beaucoup. Aujourd'hui, l'année scolaire 2022-2023 a commencé. C'est une date qu'il faut retenir, et je reviens. Il faut retenir cette date, qui est l'entame de cette école républicaine. Il faut vous rappeler que nous avons été, cette année, c'était un hivernage, alhamdoulilah, on avait une très grande pluviométrie. Malgré tout ça, nous avons pu commencer dans le calendrier scolaire, dans les dates du calendrier scolaire. Tout a été très bien préparé et nous avons commencé. Le personnel enseignant, le personnel d'encadrement était sur place, les infrastructures étaient prêtes, rien n'a été laissé. Tout a été très bien préparé. On a commencé. Monsieur Saoul, on le sait, l'entrée scolaire intervient cette année après un hivernage pluvieux et des inondations qui ont parfois contraint des habitants à se réfugier dans des écoles. Comment est l'état des écoles aujourd'hui? Est-ce que ces populations sinistrées sont revenues chez elles? Dans quel état elles ont laissé les écoles pour accueillir nos enfants? Merci. D'abord, je remercie la chaîne Mauritanie pour m'avoir offert cette occasion pour parler de cette rentrée scolaire historique. C'est vrai que suite à la pluviométrie très importante cette année, nous avons eu des écoles qui ont été parfois inondées. Nous avons d'autres écoles qui ont servi de refuge à des populations sinistrées, qui ont été occupées par des familles. Et ces écoles, c'est-à-dire le département, a pris les mesures nécessaires pour libérer ces écoles autant qu'il faut, pour reloger ces familles, pour mettre ces établissements scolaires à niveau, avec l'aspiration des eaux dans les écoles qui étaient inondées, avec le nettoyage des écoles qui étaient occupées par des familles. Donc, au moment où je vous parle, aujourd'hui, à 8h, le 3 octobre, à 8h, les écoles mauritaniennes étaient prêtes à recevoir donc le déroulement de l'opération éducative. Notre pays également, monsieur le conseiller, on le sait, monsieur l'inspecteur général, on le sait, s'est assigné comme objectif de réussir coûte que coûte la réforme de notre système éducatif. Quelles étapes ont été franchies pour l'atteinte de ce noble objectif jusqu'à présent? Merci beaucoup. La réforme éducative, la réforme de notre système éducatif, il faut dire qu'elle a commencé en août 2019 avec l'arrivée de son Excellence le président Mohamed Cheikh Ghazouani au pouvoir. Il fallait d'abord se mettre d'accord sur ce que nous voulons de cette école mauritanienne. Il fallait que les Mauritaniens se mettent d'accord sur quelle école ils veulent pour leurs enfants. Il a été décidé de faire des concertations nationales élargies. La pandémie du Covid-19 ne laissait pas deux amis se rencontrer à peu de forte raison. Tous les intéressés par l'éducation. Donc il fallait attendre jusqu'à l'année dernière
pour que ces concertations aient lieu. Ils ont commencé par des concertations régionales, puis des concertations nationales, à l'issue desquelles une loi d'orientation a été mise en place. Celle-là même a été adoptée par le Parlement mauritanien et elle a été l'autre jour promulguée. Il faut dire que c'est promulgué parce que le président de la République l'entame par cette école républicaine, par cette première année strictement fondamentale. La loi d'orientation était accompagnée aussi par la mise en place du Haut Conseil à l'éducation. On ne s'est jamais arrêté, on n'a jamais attendu le Covid parce que nous avons commencé déjà à réviser nos programmes pour qu'ils soient adaptés aux besoins nationaux, contextualisés. Une fois ces programmes révisés et enrichis, on a encore, parallèlement à ça, mis en place ce que nous appelons les COGES, les comités de gestion des établissements, les partenariats avec les parents d'élèves. Nous avons lancé le système d'information et de gestion de l'éducation, qui est un système, nous aurons l'occasion d'en parler, qui est très, très, très performant et qui est très, très, très important pour la gestion, parce qu'il planifie, parce qu'il fait, nous avons une banque de données vraiment numérisée et qui, ma foi, il faut le dire, est très, très importante pour ça. Donc, il faut dire que nous avons déjà commencé dès le début et nous sommes arrivés là. Qui, il y a 4 ans, 3 ans, pouvait croire que la Mauritanie pouvait commencer à avoir son école républicaine? Certainement, vous aurez à me poser certaines questions. Je ne veux pas anticiper, mais il faut dire que nous avons tout préparé sur le plan ressources humaines, sur le plan infrastructure, sur le plan manuel scolaire, sur le plan gouvernance, sur le plan, sur tous les plans. Tant mieux. Donc, notre réforme est prête. D'accord. Elle est lancée, elle est prête. Elle est lancée. Monsieur Sao, qu'en est-il des infrastructures de votre département puisque... Oui. Merci. Dans le domaine des infrastructures, nous savons tous que Son Excellence le Président de la République, Mohamed El Ghazouani, a pris l'engagement vis-à-vis du peuple mauritanien d'assurer la réalisation et la construction de 2000 salles de classe au cours de ce premier mandat. Et quels sont vos partenaires également? D'accord. Et je veux sur ce plan édifier les téléspectateurs et l'opinion publique nationale. Sur ces 2000 salles de classe, nous avons déjà réceptionné, au moment où je vous parle, dans l'ordre de 1400, sinon plus, soit des écoles complètes, soit des extensions d'écoles. Et nous avons programmé cette année seulement en 2022 dans l'ordre de 925 salles de classe. Nous avons les principaux partenaires du département dans ce domaine, c'est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, avec ses différentes composantes, la Direction générale des bâtiments, l'ANESP, l'ADU, le TRML et la société ISCAN. Un autre partenaire non moins important, c'est la délégation nationale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour et le projet, la direction des projets éducation-formation qui relève du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, qui gère les financements de la Banque mondiale et autres. Sur ce plan, je peux confirmer que depuis 2019 à nos jours, que cette période a connu le plus grand nombre de chantiers dans l'histoire de l'éducation nationale. En plus de ça, et en matière d'infrastructure toujours, et pour résorber les déficits éventuels qui pouvaient résulter de l'accueil des élèves de la première année exclusivement au public, le ministère a pris d'autres mesures de programmer la création de 32 nouvelles écoles à Nouakchott. 32 nouvelles écoles complètes, dont 10 à Nouakchott Sud, 14 à Nouakchott Nord et 8 à Nouakchott Ouest. Donc, a priori, en matière d'infrastructure, les mesures d'accompagnement nécessaires ont été prises et l'école républicaine, aujourd'hui, est une réalité qui a ses conditions d'épanouissement dans notre dispositif d'infrastructure. D'accord. Les gens, monsieur l'inspecteur, pensent que la réussite de l'école républicaine dépend en grande partie
des conditions ou de l'amélioration des conditions du personnel enseignant. Qu'est-ce qui a été fait dans ce cadre? Parfait. J'ai les chiffres ici. J'ai les chiffres ici sur lesquels ils vont beaucoup vous édifier. L'école républicaine, en tout cas tout ce que nous donnerons à l'enseignant, il méritera plus. Il continuera de mériter plus. De grands efforts ont été faits. L'école républicaine réussit. Nos enseignants, nos chers enseignants, fourniront l'effort qu'ils ont toujours fourni pour réussir l'école républicaine sans attendre un salaire. Nous ne pourrons jamais dire qu'elle sera tributaire du traitement des enseignants. Non, elle est tributaire d'autre chose et on a dépassé ça. En tout cas, pour l'augmentation des salaires, nous avons augmenté la masse salariale de 18 milliards d'anciennes ouvrières. Nous avons rehaussé la prime d'éloignement de 150%. La prime de crédit de 100%. Et elle est donnée maintenant 12 mois au lieu de 9 mois. Nous avons augmenté l'indemnité au niveau central et au niveau régional. Nous avons donné la CRE pour les directeurs, 12 mois. La prime de travaux spéciaux pour les chargés, pour les conseillers pédagogiques. Bien des choses ont été faites dans ce sens et on continuera toujours avec les moyens ou sans les moyens, de donner aux enseignants ce qu'ils méritent et on ne pourra jamais leur donner ce qu'ils méritent. Voilà. Est-ce que cette motivation les encourage à être omniprésents dans les écoles publiques? Oui. Est-ce que les gens se plaignent du fait que moi, je n'accepterai jamais que l'omniprésence des enseignants soit tributaire de leur traitement. Elle est tributaire de leur conscience. C'est des gens qui travaillent avec conscience, c'est des gens qui travaillent avec professionnalisme. Et le traitement, il faut dire, c'est une plus-value. Et on continuera de les augmenter le maximum possible. Inch'Allah, le président de la République, le Premier ministre, il l'a dit, rien ne sera épargné pour mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Parmi les mesures également prises pour l'année scolaire 2022-2023, il y a le fait que la première année de l'école primaire ne sera plus laissée au secteur privé. Elle sera assurée partout sur l'étendue du territoire par l'école publique. Quelles précautions ont été prises pour la réussite de ce pari? Voilà, c'est une décision qui a été prise, c'est un engagement des hautes autorités de l'État et le ministère est chargé de la mise en œuvre de cette décision sur le terrain. Pour accompagner cette décision, on doit toucher plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect ressources humaines. Je vous rassure que cette année, pour accueillir cette première année, que dans nos écoles, nous avons le personnel enseignant suffisant pour donner les cours à tous les élèves mauritaniens dans les écoles mauritaniennes. Je l'avais dit, sur le plan infrastructure, des mesures ont été prises et d'autres mesures viendront en plus, par exemple la sécurisation des établissements, la garantie d'une atmosphère attrayante dans les écoles publiques, garantir une école de proximité, c'est-à-dire essayer un peu de créer ce qu'on appelle les écoles de quartier, parce qu'une école quand même c'est un lieu où l'enfant peut se rendre à pied pour recevoir ses cours. C'est là une bagatelle de mesures qui a été prise par le ministère et qui sera mise en œuvre. Je rappelle aussi que des instructions solennelles sur ce plan ont été données à l'ensemble des hauts fonctionnaires du département dans une réunion avec son Excellence le Premier ministre, en présence de son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Donc, toutes les mesures ont été prises vraiment pour garantir la qualité, pour rassurer les usagers de notre système éducatif, c'est-à-dire les élèves, les parents d'élèves, les enseignants. J'ajouterai à ce qu'a dit actuellement tout à l'heure monsieur l'inspecteur général, que toujours dans le cadre de cette revalorisation du métier d'enseignant,
Et sur le plan matériel aussi, on a créé dans toutes les nouvelles écoles des logements pour les directeurs et nous aurons à faire des logements pour enseignants dans les zones rurales et périurbaines où les enseignants avaient des problèmes de logement. Des moyens ont été dégagés pour ça et ça sera réalisé, Inch'Allah. J'ajoute ici que l'accueil de la première année Il nécessite quand même des efforts. qui nécessite des efforts. Bon, voilà, nous travaillons depuis 3 ans quand même. Quand je vous dis que nous avons jusqu'à présent, depuis 3 ans, recruté plus de 8000 enseignants, 8000 enseignants, quand même, c'est déjà quand nous savons que nous sommes à 16 000 enseignants, c'est la moitié de l'effectif. Voilà, c'est la moitié en 3 ans depuis l'indépendance. Depuis notre indépendance, nous avons recruté en 3 ans 8000 enseignants. Nous avons formé, cette année, nous assistons à la sortie de la promotion de 100 formateurs des aînés. 100 formateurs des aînés en une seule vague. Ils sont au moins de 200. En 3 ans, on a formé 100 formateurs. Nous assistons à la sortie de la promotion de 120 inspecteurs du fondamental et du secondaire pour l'encadrement de proximité. Je parle en termes de ressources humaines. Et au niveau de la formation continue, tout le monde a été formé sur le programme. L'infrastructure, monsieur le DPM a parlé d'infrastructure. Et je tranquillise ici, et c'est l'occasion de le dire, je tranquillise tous les Mauritaniens qu'il y a de l'infrastructure capable d'accueillir tous les enfants mauritaniens en première année du public. L'objectif, quand il est noble, rien ne doit être laissé au hasard. On n'a rien laissé au hasard. Quand même, avoir tous les enfants mauritaniens sous un même toit, dans les mêmes conditions, avec un même enseignant, bénéficiant du même manuel scolaire, une école unificatrice, une école unificatrice, égalitaire, inclusive. Voilà ce que nous avons cherché à avoir. Voilà ce auquel nous nous sommes très très bien préparés. Je tranquillise ici le peuple mauritanien. Tous les enfants mauritaniens ont leur place en première année du fondamental public. Et monsieur l'inspecteur général, on le sait tous, le problème des manuels scolaires, c'est toujours posé avec acuité. Est-ce que cette année, votre département a pris des précautions? Eh bien voilà, je tranquillise aussi la population mauritanienne, le peuple mauritanien, les parents d'élèves. Nous avons dans nos magasins plus de 3 millions de manuels scolaires. Plus de 3 millions de manuels scolaires qui, je crois, ils commencent, est-ce qu'ils n'ont pas commencé aujourd'hui, ils commenceront demain leur dispatching, leur envoi dans les écoles. 3 millions de manuels scolaires et 3 manuels conçus selon le programme nouvellement révisé et expérimenté. On a accompagné le programme par la production des manuels scolaires. Ce n'est pas une chose très facile. Et des programmes, quand je parle de programme, bon, d'accord, je suis inspecteur général, mais les programmes mauritaniens ont été très très bien vus, allégés, et voilà, je l'ai dit déjà au début, qui répondent vraiment au contexte national. Et à l'occasion, ne me laissez pas dépasser, la restructuration des filières aussi au niveau du secondaire est entamée. Nous aurons les filières qui répondent aux besoins du marché national. Oui, Sao. Pour compléter également dans cette optique manuelle, comme a dit l'inspecteur général, les manuels seront acheminés, mais plus que ça, ces manuels ont des versions numérisées qui sont disponibles et qui peuvent être, qui sont accessibles au public. Donc, on a des versions numérisées des manuels sur des CD, sur le site. Donc, même si on ne peut pas avoir le support papier, on peut se permettre de naviguer et d'imprimer son manuel. Donc, ça c'est accessible au public. Et toujours dans cette optique de gommer toute forme de stratification sociale dans notre société. Donc, tous les enfants seront sous les mêmes toits, avoir les mêmes cours, les mêmes enseignants. Et toujours dans le cadre des manuels, l'Institut pédagogique national a mis en place un guide de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il y a déjà les leçons préparées,
le cours qui est dispensé à Adel Bogrou, c'est le même cours qui est dispensé à Nouakchott et à Kermesen au cours de l'année. Donc, il y a les leçons préparées, tout ça. Donc, ça, c'est des facteurs qui encouragent la cohésion et l'unité nationale. Et donc, pour mettre fin à toute forme de stratification sociale, c'est tout le monde qui bénéficie des mêmes opportunités. Et donc, Son Excellence le Président de la République tient vraiment à rétablir ce climat de confiance avec l'école publique mauritanienne, cette école républicaine, qui est l'école que nous voulons. Donc, je rassure tout le monde que vraiment toutes les mesures ont été prises pour assurer un enseignement de qualité au niveau de l'école publique, un enseignement où l'environnement scolaire est favorable et accueillant, attrayant. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Merci, M. Abdoulaye, de m'avoir rappelé. Moi, je rappelle ici que nous avons l'année dernière procédé à la distribution de 72 000 manuels scolaires pour les élèves de terminale, toutes disciplines confondues, et pour tous les élèves du public mauritanien. Chaque élève a eu 3 annales. Je le remercie aussi pour m'avoir rappelé ce problème de leçons préparées. Je ne parlerai pas des leçons numériques qu'on a diffusées pendant le Covid, parce que nous ne sommes pas là dans ce type. Mais je rappelle que nous avons aujourd'hui une banque de données, une banque de leçons préparées pour tous les niveaux du fondamental qui seront bientôt imprimés et dupliqués. Et nous venons, il y a 2 jours, une équipe qui travaille sur les leçons préparées pour la première année collège, la deuxième année collège, la 5e CDOEA, et 6e, ça c'est le financement du Suède, c'est un partenaire privilégié, et il faut en parler aussi. Nous aurons une banque, nous aurons des leçons préparées qui seront mises à la disposition des enseignants et des professeurs comme support pédagogique qui aideront, qui contribueront à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé. À vous entendre parler, les téléspectateurs, mais également tous les Mauritaniens, sont rassurés du fait que cette année, c'est la bonne, puisqu'on a toujours entendu parler des astuces, de la réforme du système éducatif. Mais ce soir, vous avez été rassurant. Nombreux sont les membres du corps enseignant qui se plaignent le plus souvent du surnombre des élèves dans les classes. Quelles précautions ont été prises cette année pour éviter ce problème? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de parler de ce problème de pléthore. Quand je dis qu'en 3 ans, nous avons recruté 8 000 enseignants, mon ami, mon collègue de la DPM vient de parler du nombre de classes déjà faites, réceptionnées. Mais la pléthore, la lutte contre la pléthore, elle s'est faite par quoi? Elle s'est faite par un enseignant disponible et une infrastructure disponible. Vous savez l'état de délabrement dans lequel se trouvait notre système éducatif, la pléthore. Quand on a recruté 8 000, et je reviens à ces 8 000, parce que 8 000 et nous sommes à 16 000 ou 17 000 enseignants du fondamental. Au total, nous avons 25, un tiers. Donc, il faut que ça soit comme ça. Ça a commencé à se décongestionner. Parce qu'avec le recrutement de 8 000 et une infrastructure capable d'accueillir, voilà, on éclate les sections. Quand nous sommes dans l'obligation d'avoir 80-100 élèves dans la classe, on ne peut éclater la classe en 2 sections que si nous avons un enseignant ou un professeur devant la classe et une structure d'accueil capable de les accueillir et un nombre de tables suffisant. Donc, nous sommes prêts et ça a commencé depuis 2 ans à diminuer. Et il faut, il faut dire que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais l'entame de l'école républicaine a commencé. Je remercie encore une fois le peuple mauritanien. Monsieur Sao, oui. Voilà, merci. Je rappelle que cette problématique ratio nombre d'élèves par rapport pour chaque enseignant est en train également de se régler progressivement, dans la mesure où nous savons que les salles de classe, chaque salle de classe contient 21 tables bancs et chaque table banc peut recevoir 2 élèves qui sont assis à l'aise. Nous avons opté pour 42, pour un effectif standard de 42 élèves par section pédagogique. Et comme l'a dit l'inspecteur général, on vient de 120, 130 élèves par section pédagogique.
et parfois les classes étaient hors normes aussi, et les tables-bancs n'étaient pas disponibles. Ce problème de table-banc m'amène à parler des conditions de notre mobilier scolaire en 2019. Après l'état des lieux qui a été fait, on avait un déficit de 80 000 tables-bancs. Ce déficit a été résorbé actuellement parce que le ministère a, dans une convention avec l'INAFTP, commandé un premier lot de 25 000 tables-bancs qui a été exécuté par les centres de formation professionnelle à l'intérieur du pays, qui est en cours de livraison. Une autre commande de 15 000 tables-bancs exécutée par des entreprises privées et un financement très important de 45 000 tables-bancs dont le marché a été gagné tout dernièrement par une entreprise et qui sera acheté par le projet éducation et livré et monté dans les écoles. Donc tous les enfants mauritaniens auront encore, je le dis encore, un climat vraiment, une salle de classe modèle, une salle de classe dans les normes, avec un mobilier adapté. Et sur ce plan, je crois que la pléthore est en train vraiment de cesser. Parmi également les problèmes qui se posent pour le corps enseignant, c'est le fait qu'ils sont parfois agressés par les parents d'élèves, ça on le sait. Quelles solutions sont envisagées pour mettre fin malheureusement à ces comportements qui ne conviennent pas à nos enseignants? De temps en temps, nous entendons parler de ce problème. C'est un problème qui doit être vraiment arrêté parce que les parents d'élèves, certains parents d'élèves, heureusement, c'est des cas, un cas par an. Bon, quand nous avons 3695 écoles plus le secondaire, un cas ou deux cas, bon, heureusement c'est insuffisant. Ce n'est pas bon à faire. Les mesures coercitives sont là et ils iront de renvoi de l'enfant. Donc le parent se comporte ainsi. Et puis nous c'est pas la peur. Pour moi, ce n'est pas surtout la peur de ces parents d'élèves qui agressent. La peur, il faut parler partie de l'insécurité dans les milieux scolaires. Et là, c'est une grande thématique. Bon, on en a toujours parlé. Nos écoles commencent à être sécurisées parce que nous sommes sur un grand recrutement des gardiens. Je tranquillise la population mauritanienne. Un grand recrutement des gardiens d'école est entamé. Nous aurons des surveillants. Au lieu d'un ou deux, nous aurons 2 surveillants ou 3 surveillants par école. Et nous réfléchissons à contracter avec, s'il le faut, avec des sociétés de sécurité pour vraiment qu'il y ait une sécurité assurée dans les écoles. Mais un parent d'élève qui agresse, bon voilà, moi je ne peux pas répondre à ça. Bon, je ne trouve pas un parent d'élève qui peut agresser quand même un enseignant, un professeur. Verbalement, parfois. Voilà, verbalement. Bon, voilà. Je ne m'attellerai pas beaucoup sur ce problème parce qu'un parent d'élève digne de ce nom ne peut pas offenser un enseignant ou un professeur. Bon, nous savons que ça, c'est des événements qui surgissent de temps à autre. Parfois, c'est une riposte à un châtiment corporel qui a été infligé à un enfant. Et là, je rappelle que le châtiment corporel a toujours été interdit par toute la législation scolaire dans l'histoire de notre système éducatif. Donc là, je lance un appel à mes collègues enseignants, vraiment que le rôle d'éducateur exclut carrément ce châtiment corporel. Il faut plutôt orienter les élèves, les sensibiliser, et tisser de bonnes relations avec les parents d'élèves, parce que nous avons maintenant ce qu'on appelle les COGES, les comités de gestion des écoles, qui associent les parents d'élèves à la gestion de l'école. Donc les parents d'élèves, les enseignants et les encadreurs de l'école travaillent en symbiose pour garantir vraiment l'atmosphère qu'il faut au niveau de nos institutions éducatives. Gommer les différences entre les élèves suppose la mise en œuvre de l'uniforme scolaire. Est-ce que c'est programmé cette année? Qu'en est-il?
Oui, j'ai oublié, j'avais un modèle déjà mais je l'ai laissé dans la voiture. Voilà, je rappelle, comme je ne l'ai pas appris, que... C'était voilà, pour le montrer. Voilà, c'était le montrer pour les D'accord, téléspectateurs. Je leur dis voilà, qu'il s'agit d'une blouse, blouse rose pour les filles et un pantalon bleu foncé. Donc il existe. Bon, voilà, il existe. Et un tissu, un pantalon et chemise kaki. Bon, il faut dire c'est le tissu. Les garçons. Pour les garçons. Bon, voilà, je ne l'ai pas, mais en tout Et, cas... et voilà. des voiles roses pour les Voiles jeunes roses filles pour en les âge de jeunes filles en puberté. Parfait. Cette tenue scolaire unifiée, vous savez, quand nous sommes sous les mêmes toits, nous avons les mêmes enseignants, il faut réfléchir aussi à avoir une seule tenue. Ça, côté pécuniaire, je ne parlerai pas de retour financier sur les parents d'élèves. Non, je parlerai surtout de cette égalité en classe. Plus de différence entre les élèves. La même tenue. Et nous avons disponibilisé déjà pour 20% de nos 600 000 élèves ou 700 000 élèves du fondamental. 20% sont déjà disponibles. Ils ont déjà été distribués. Pour l'élément, je suivais ici tout de suite les infos, voilà, et on a accompagné aujourd'hui l'ouverture et l'uniforme scolaire a été distribué aux enfants. Certes, 20% ne couvre pas tout le monde, mais petit à petit, tout le monde aura... et moi-même, je vais les acheter moi-même pour mes enfants. Cette tenue, je l'ai taillée, aller au tailleur pour disponibiliser ça à mes enfants. D'autres le feront. Et en tout cas, l'État, le gouvernement, le ministère n'épargnera aucun effort pour que cette tenue soit disponible pour tout le monde. Voilà, merci. Donc, dans ce même ordre d'idée, je rappelle que l'acquisition de 20% de nos besoins en uniforme scolaire, et je rappelle que c'est à raison de 2 uniformes par bénéficiaire. Donc, ça cible encore, ça cible en premier lieu les enfants ici des milieux entre guillemets défavorisés qui n'ont pas les moyens d'acquérir. Donc, ce sont ces gens-là qui sont les premiers à être desservis par les moyens de l'État pour ne pas se sentir, marginalisés ou autres. Et le ministère continuera au fur et à mesure à doter les écoles mauritaniennes. Et il y a d'autres intervenants qui envisagent d'intervenir. Bon, ça, c'est un appel, c'est une orientation d'envergure nationale. Certaines ONG ont déjà réagi en financement carrément l'équipement d'écoles complètes. Par exemple, l'ONG Nessim qui s'est portée volontaire, qui nous a déjà livré la dotation de l'école de Tagilalit dans la Muqata'a de Mederdra et l'école El-Hussein dans la Muqata'a d'Arafat. J'ai aussi des informations que le patronat va intervenir dans ce sens. Et sur ce plan, je vous rassure que le peuple mauritanien aura les résultats qu'il attend vraiment de cette école républicaine. En tout cas, merci beaucoup Abdallah d'avoir... en tout cas, le gouvernement mauritanien, le ministère de l'Éducation nationale n'épargnera aucun effort pour que la tenue soit disponible pour tout le monde, par le biais de partenariat, par n'importe quel biais. Mais ici, mon collègue l'a dit, il a très très bien dit, on a commencé par les familles issues de milieux vulnérables, disons pour ne pas dire pauvres. Bon voilà. Et à cette occasion, je tiens à dire qu'en 3 ans, nous sommes passés de 50 000 rationnaires de cantine à 195 000 aujourd'hui en 3 ans. Depuis l'indépendance, nous n'avons jamais dépassé ces 50 000. En 3 ans, nous sommes arrivés à 195 000 rationnaires, avec le souhait de 40 000 filles bénéficient de bourses et de transports scolaires dans 6 régions ciblées par ce projet. Donc voilà, c'est le plan. Sur ce plan, ne vous faites pas de problème. En 195 000, je crois que le directeur des cantines scolaires, de l'institution scolaire, m'a parlé aujourd'hui en me disant qu'ils envisagent pour 300 à 365 000 cette année. Cette année. Oui, D'accord. Dans le cadre de cette réforme, il y a également, on parle
l'introduction des langues dans l'enseignement à stade expérimental, c'est pour l'année prochaine. Oui, c'est pour l'année prochaine. C'est important, plus d'un titre. Donc, Voilà, oui. Nous sommes un pays où il y a 4 langues. Qu'est-ce qui a justifié Quatre langues, voilà. Avant la fin décembre, ici dans la loi d'orientation, des structures sont mises pour accompagner et pour la mise en œuvre de la réforme elle-même, qui est déjà commencée. Et une autre structure indépendante, celle-là, va se mettre sur l'expérimentation des langues nationales dans les classes. 2024, nous aurons déjà cela expérimenté. La structure en charge de cela sera montée dans 3 mois ou 4 mois et elle va statuer sur ça. Pourquoi la langue nationale? Pourquoi pas la langue nationale? Pourquoi le français? Quand même. Un enfant qui reçoit son enseignement dans sa langue maternelle, il s'approprie plus facilement les concepts, il s'approprie plus. C'est normal, voilà, c'est démontré. En Chine, on apprend en chinois, bon voilà, en Indonésie, en Inde, c'est ça. Et nous aussi, nous allons commencer ça pour voir. Nous avons déjà notre langue fédératrice, la langue arabe, la langue islam, qui est la langue nationale, qui est la langue officielle. Et nos autres langues, elles feront partie aussi des langues enseignées et des langues d'enseignement de notre système éducatif. Oui, c'est même pour aider à la communication interpersonnelle, puisque deux Mauritaniens, petits qu'ils soient ou adultes, si on leur enseigne... L'intérêt d'enseigner des langues nationales est très important quand même. C'est ça. Voilà, merci. Vous savez, sur ce plan, les premiers responsables se sentent vraiment concernés parce que maintenant, ce n'est pas seulement l'exécutif qui travaille dans le domaine de l'éducation. Nous savons qu'un haut conseil de l'éducation a été mis en place, qui est un organe encore, un partenaire consultatif. Donc vraiment maintenant l'éducation c'est l'affaire de tout le monde. Ça a été discuté en plénière ça a été discuté donc dans ce qu'on appelle les journées nationales de concertation dans l'éducation. Donc et au cours des évaluations à mi-parcours de la réforme, nous aurons toujours, la loi d'orientation le permet, nous aurons toujours à introduire les améliorations qui s'imposent. Donc maintenant l'éducation, c'est vraiment le cheval de bataille de son Excellence le Président de la République, c'est tout le gouvernement, c'est tous les walis. Donc les consignes ont été données et je crois que le train est en marche. Et en quoi consiste le projet de test de la nouvelle méthodologie d'apprentissage de la lecture et de l'écriture aux débutants? C'est quoi? Voilà, ça, ce sont les leçons scriptées. Ah oui, les leçons scriptées. Ce qui sous-tend ça, je ne m'attellerai pas sur ça parce que c'est très technique. Vous ne pouvez pas vous attarder, mais avoir juste une idée. Je vais vous dire quand j'ai parcouru un peu vos documents... Ne vous en faites pas, c'est une technique qui améliorera rapidement la question de la lecture et de l'écriture des enfants. Elle sera expérimentée dans 8 régions. Elle sera expérimentée cette année dans 8 régions de la Mauritanie en première année du fondamental. Et voilà, c'est des graphèmes. C'est pas grave quand même, les inspecteurs, je ne vais pas les bourrer, je vais les fatiguer. Il s'agit, l'important pour cette technique, c'est qu'à la fin de la 2e année, même de la première année, l'enfant va pouvoir lire et écrire. Tant mieux, ça c'est rapide. C'est des graphèmes, c'est des... Votre département, c'est l'État, c'est créé pour personne apparemment, a mis en place un programme de formation pour les enseignants du primaire. Pourquoi juste les enseignants du primaire? Est-ce qu'ils sont défaillants? Pourquoi cette formation de là, je vous permettez, merci. Ça, c'est... Voilà, merci. Donc, la porte d'entrée de
de la réforme du système éducatif a été la réforme des ENI, je dirais même la refondation des ENI. Donc, les experts de l'éducation sentaient un peu qu'il y avait quelque chose quand même à faire dans la formation initiale. Et pour bâtir un système éducatif performant, il faut d'abord avoir des enseignants qui sont aptes à remplir la mission qui leur est assignée. Donc, sur ce plan, il a été procédé à une refondation des écoles normales des ingénieurs qui ont en charge la formation initiale des enseignants. La formation a été ramenée d'abord de 2 ans au lieu de 3 ans. Ça a été une formation modulaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de connaissances et d'aptitudes qu'il faut inculquer à l'élève maître et qu'il est obligé d'acquérir au cours de sa formation initiale. Cette année, nous avons eu la sortie de la première promotion de cette nouvelle réforme des ENI, la formation qui a été, les élèves qui ont été formés sur 2 ans, et avec une autre promotion, avec la dernière promotion de la formation de 3 ans. Toutes les évaluations ont pu constater une amélioration notoire donc de la formation des enseignants, c'est-à-dire les sortants des ENI. Mais aussi l'école normale supérieure n'a pas été en reste, parce que l'école normale supérieure, comme elle dépend du ministère de l'enseignement supérieur, mais elle est prestataire de services. Elle nous forme des professeurs du secondaire. Et par conséquent, nous avons eu également notre mot à dire dans la formation de nos professeurs. Et nos préoccupations ont été satisfaites. Je rappelle, dans ce cadre de formation, qu'il y a eu de nouvelles formations, comme a dit l'inspecteur général, 100 formateurs des ENI, mais il y a aussi le reclassement des chargés de cours qui avaient en charge la formation des ingénieurs et qui ont des qualités qui ne sont pas à cacher, qui ont été promus au grade de formateur des ENI. Il y a eu le nouveau statut de l'instituteur principal. Tout ça, donc, c'est pour un peu encourager les ressources humaines à créer de la promotion et à encourager le personnel enseignant. Donc, cette refondation des ENI a déjà commencé à donner ses résultats. Parfait, merci. Ici, dans ce cadre, parce que M. Abdallah était directeur lui-même à l'ENI d'Ayoun, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ah, voilà, donc il s'y connaît très très bien. Ici, cette révision du cursus de formation des enseignants, 2 ans pour bachelier et 1 année pour licencié, c'est au niveau aussi de l'attractivité, parce que avec un bac quand on attend 3 ans, avec une licence quand on attend 3 ans, ce n'est pas vraiment attractif et beaucoup de très très bons enseignants peuvent nous quitter. Il a parlé de la formation modulaire, mais aussi il faut parler aussi de la révision, de l'accès même. La révision des conditions d'accès aux écoles normales d'ingénieurs. Il faut avoir un certain moyen dans certaines disciplines pour pouvoir participer au concours. Ah oui. Il y a une sélection des dossiers. Pourtant, c'était le laisser-aller. On recevait en tant que parent d'élève des cours qui laissaient à désirer. Il s'agit du Coran, du Hadith. Voilà. Moi, en tant qu'inspecteur général, je n'accepterai jamais qu'on parle beaucoup de mes enseignants de cette façon. Je m'excuse. Bon, voilà, un constat. Bon, voilà. C'est peut-être que des gens qui n'ont pas très, très bien compris beaucoup de choses. Oui, nous ne sommes pas contents de notre système éducatif, nous ne sommes pas contents. Donc, quand on n'est pas content, on n'est pas content. Et moi-même, je n'étais pas content de notre système éducatif. Donc, la révision des conditions d'accès, nous avons aussi produit un référentiel d'épreuves. Il faut que le candidat lui-même va faire ses épreuves dans ceci et cela dans un programme bien déterminé. Nous avons même produit des guides d'entrée en première, des guides d'entrée aux ENI. Ah oui, qui préparent, parce qu'on a constaté une chose. Un docteur qui vient, qui concourt, voilà, à l'ENI, avec des bacheliers, on les perd. Pourquoi? Parce que lui, il y a longtemps qu'il n'a pas vu les programmes et autres. Là, on a établi un guide d'entrée en première année ENI, l'inspection l'a réalisé, et on a référencé les preuves. Le cursus de formation a été révisé parce que nous n'étions pas très très contents de nos enseignants, de prestations. C'était une formation aussi professionnalisante, avec 1 année de sortie. Il faut que vous soyez
vous parvenez à faire ceci ou cela, sinon vous ne serez pas titularisé. C'est un suivi. Nous avons aussi créé une cellule à l'inspection générale, une cellule de suivi et d'encadrement des formateurs, des aînés eux-mêmes. Il faut qu'ils soient suivis, encadrés, orienter les formateurs eux-mêmes pour bien former les futurs enseignants. Donc la formation initiale n'a pas été le parent pauvre de notre refondation du système éducatif. Quels résultats donc, sont attendus du projet de raccordement du système éducatif, système du moins d'information de l'éducation avec le système national de l'état civil? Parfait. Donc là, je vous permettez, Oui. ici, il faut dire qu'il faut reparler encore du système, parce qu'on n'en a pas parlé, le système de formation et de gestion de l'éducation, le fameux SIGE. Est-ce que vous savez que tous nos élèves aujourd'hui, tous les enfants mauritaniens en classe ont des matricules? Nous savons la position de tout enseignant dans quelle école. L'enseignant Mohamed Oul-Sidi, nous savons qu'il est aujourd'hui matricule ceci, vous touchez matricule, vous savez qu'il est dans l'école de Michel ou dans l'école d'Archourgit. C'est une avancée. Tous les personnels, on connaît toute la situation d'autres personnels. Nous connaissons tous les SIGE et c'est un système vraiment très très important de gestion. Pour raccorder, parce que là, regardez, cette année par exemple. Quelle est son utilité d'abord? Parfait. Oui, c'est ça. Je veux dire que cette année, raccorder sur vous parlez de l'état civil. Ouais. Aujourd'hui, Le système national d'état civil. nous, notre loi dit qu'un enfant doit aller en classe s'il a 6 ans. Mais où est-ce qu'on va? Il faut qu'on soit raccordé, il faut que nous soyons l'état civil. Voilà. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, un clic, chez nous, vous savez où est-ce qu'il est cet enfant. Ah oui, vous êtes à Nouadhibou, vous pouvez inscrire votre enfant avec son matricule parce que, son identifiant national et son matricule scolaire. Donc c'est un système vraiment, c'est un raccordement qui donne ses fruits et qui est très, très important dans la maîtrise de la gestion du personnel et des enseignants. Voilà, ce système, le SIGE est un système intégré de gestion de l'éducation nationale. Il touche les élèves, il touche les enseignants, il touche les directeurs d'école. Tous les gestionnaires ont leur fenêtre qui est ouverte. Les walis qui sont les premiers gestionnaires des ressources humaines dans leur wilaya. Les directions des matériels qui ont le répertoire du patrimoine, du mobilier scolaire. Donc, ça capitalise tout le système éducatif et c'est une banque de données vraiment qui est installée, très moderne, qui est installée dans le ministère de l'Éducation nationale. Et le SIGE a permis de mettre à la disposition de tous les directeurs d'école des tablettes. Donc, toutes les écoles sont synchronisées au niveau central. Et le directeur d'école procède à la saisie de tous les problèmes liés à l'école. Et juste au moment où il y a le réseau, donc, les informations sont synchronisées. On n'a pas besoin parfois, on n'a pas besoin d'envoyer une mission pour savoir, pour inspecter, par exemple, telle école, parce que l'absence des instituteurs, la présence et l'absence des instituteurs est contrôlée à distance par le SIGE. Donc, c'est un système vraiment moderne de gestion intégré des moyens humains et matériels du ministère de l'Éducation nationale qui est là en place. C'est ça son intérêt. En temps réel, si l'enseignant fait entrer les résultats, même au niveau des résultats, les résultats, ils sont automatiquement, s'ils sont enregistrés par l'enseignant sur sa tablette, automatiquement ils se répercutent sur le ministère. Donc ce problème de passage automatique de première année jusqu'au baccalauréat, vous vous rappelez, on va de l'enfant qui va de la première du collège jusqu'à la terminale sans redoubler, 98% taux d'admission. Quand on est au bac, c'est la situation qui renverse ça, c'est parce qu'il y a un laxisme au niveau des notes et autres. Maintenant, la note, elle est donnée par le professeur tout de suite. Il ne pourra plus être corrigé parce que directement, il est dans le système et c'est fini. Le système est contre lui. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup
servir à quelque chose. Plus de transferts d'enseignants. Vous entendez SMS là, enseignants envoyés par SMS, enseignants. Non. Tout a été fermé, rien ne peut plus passer. Nous savons l'enseignant, il est là, le besoin d'un enseignant dans cette école, plus de surplus dans cette école. Le surplus, c'est-à-dire que je ne sais pas, si vous avez 6 divisions pédagogiques, vous avez besoin de 7 enseignants ou 5 enseignants. Les sièges, voilà, vos enseignants sont 7, ils ne peuvent pas aller au-delà. Plus de laxisme côté directeur, plus de laxisme côté drain, plus de laxisme côté inspecteur général, plus de laxisme côté, parce que tout est informatisé et tout est bien cerné. Si on devait avoir une idée très claire des actions concrètes menées dans le cadre de la réforme des ENI, ça devrait être quoi en amont, puisque l'émission, le temps imparti à l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir pour la réussite de cette réforme du système éducatif? Voilà, en ce qui concerne la refondation, la réforme des ENI, et la réforme de ce qu'on appelle la formation initiale. D'abord, comme toute réforme, elle a été procédée par un diagnostic, une évaluation des élèves maîtres de l'ENI à l'entrée et à la sortie des ENI, et sur le terrain. Toutes ces évaluations ont recommandé un renforcement et un meilleur ciblage de la formation. Donc, une bagatelle de mesures a été prise. D'abord, ce n'est pas n'importe qui participe au concours. Donc, il y a une sélection de dossiers avant le concours. Ça diminue le nombre de candidats et ça améliore les conditions dans lesquelles le concours d'entrée se passe, parce qu'on surveille un public plus réduit. Et, comme l'a dit l'inspecteur général, donc le métier d'enseignant devient plus attrayant parce que la formation a été ramenée à 2 ans, mais elle a été ramenée à 2 ans, mais l'inspecteur sort comme stagiaire. Il faut bien qu'il fasse des efforts à la sortie, il faut qu'il soit inspecté et suivi donc pour bénéficier de la titularisation. Donc c'est un ensemble de mesures qui a été pris vraiment en faveur de la formation initiale et qui peut générer un personnel enseignant plus performant. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que les premières évaluations qui ont été faites dans ce sens ont annoncé des résultats meilleurs. Très bons résultats. Bon, voilà, donc nous aurons à la fin, tous les élèves sortant de nos tous les enseignants sortant de nos ENI actuels seront capables de dispenser l'enseignement de qualité auquel s'attend le parent d'élève. Ça, c'est important. Ne vous en faites pas. Ah oui, le diplôme. Bon, voilà. Bon, vous tenez à le dire. Bon, Oui, voilà. En sûr, tout cas, oui, d'accord. Bon, voilà. En tout cas, l'ENI, les sortants de l'ENI seront des enseignants capables de dispenser l'enseignement de qualité escomptée auquel s'attendent tous les Mauritaniens. Le diplôme est important. Le concours a été très bien fait. Mais vous savez, l'année dernière, on a fait des concours. Mais il n'y a pas eu d'admis. On a, par exemple, 80 places ou 60 places. On se retrouve à 5 ou 7 places. C'est-à-dire que la correction même a été très, très sérieuse. Ça veut dire que nous n'avons l'accès même à l'ENI. Voilà, il est verrouillé. Il faut que ça soit sérieux quand même pour accéder. Il faut subir une formation médulaire avec un projet personnel. Un projet personnel, ça veut dire, vous accédez à l'ENI, on vous fait une évaluation, on constate que dans tel domaine, vous n'êtes pas très, très, très bon. Faites l'effort vous-même. Faites avec votre projet personnel, avec votre formateur qui vous amènera à vous corriger avant votre sortie. Ça, c'est le projet personnel, c'est très, très, très important dans la didactique moderne aujourd'hui. Tant mieux. Il nous reste 3 minutes pour un dernier mot, puisqu'on doit finir à moins 25. Je vais aller par vous. Je commence par voilà, en conclusion, je veux édifier les usagers de l'école mauritanienne et les rassurer des bonnes intentions du premier éducateur de ce pays, qui est son Excellence, en la personne de son Excellence le Président de la République, qu'il y a lieu de rétablir le rapport de confiance. Il y a lieu, il est temps de rétablir le rapport de confiance entre l'école mauritanienne et ses usagers. Il est vraiment temps que les Mauritaniens aient confiance
à l'école mauritanienne. C'est au niveau de cette école, c'est à l'issue de la formation de cette école qu'on doit s'attendre à avoir nos futurs médecins, nos futurs ingénieurs, nos futurs administrateurs, et j'en passe. Donc il est vraiment temps, les moyens sont là, la volonté politique est là, et il est vraiment temps que ce rapport de confiance soit rétabli. Voilà. Moi, avant de terminer, je tiens à vous remercier et à remercier aussi les promoteurs de l'enseignement privé. L'enseignement privé, c'est un partenaire privilégié. Il a toujours été, il le restera. Il a contribué beaucoup à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en Mauritanie et les taux d'admission dans nos examens nationaux. Nous le remercions, nous continuerons de le remercier. Et il continuera d'être un partenaire privilégié. Seulement, nous tenons à dire qu'il n'y a pas de première année. Je tiens à répéter ici l'exclusivité de la première année de l'enseignement fondamental au public, à l'école publique mauritanienne. Nous tenons à dire à tout le monde qu'il n'y aura pas de dépassement. Tous les enfants en première année ou en grande section ne seront acceptés que dans une école publique. L'école privée qui dépasse, qui ne respecterait pas ça, sera l'objet d'un avertissement, d'un deuxième avertissement, parce que nous avons nos équipes qui sont sur le terrain déjà pour contrer d'éventuels dépassements de ceci. Et je tiens à le dire, les Mauritaniens, tous seront dans la même école. J'ai appris dans cette école, vous avez appris dans cette école, et ça a donné de très bons cadres. Nous sommes sur le même toit de la Mauritanie, nous serons tous le même toit dans la classe républicaine. Merci donc à mes invités ce soir. Il s'agit de M. Naji Saïd, inspecteur général au département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. M. Abdallah Sao, directeur du patrimoine et de la maintenance au même département. Merci à nos chers téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Un grand merci également à l'équipe de la télévision, au niveau de la régie, ici les caméramans qui ont fait réussir cette émission. À la prochaine. مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي معاملات. حلقتنا لهذا اليوم، بل حلقاتنا لهذه الأسابيع إن شاء الله تعالى، ستنصب على موضوع الساعة والساحة وواجب الوقت الكفائي. سنتحدث عن السهم الاقتصادي الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية في تحقيق الاكتفاء الذاتي